Alors le développement durable, c'est un terme qui apparaît en 1987 dans le rapport Brundtland, et voilà la traduction française. On dit que c'est un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Pour moi, ce n'est pas la bonne traduction. En fait, tout repose sur la pensée d'un auteur indien, Amartya Sen, qui a été prix Nobel d'économie, qui est un économiste du développement. Et lui, il dit, attention, le développement, c'est d'abord le développement humain, ce n'est pas le développement économique. Et quand on dit développement, c'est répondre aux besoins auxquels les peuples jugent légitimes de répondre à un endroit, à un moment. Deuxième chose, la réflexion d'Amartya Sen, elle repose sur la notion de capacité. C'est-à-dire rendre la vraie liberté, c'est pas l'absence d'interdit, ça s'ils appellent ça la liberté négative. La vraie liberté, c'est rendre les gens capables de vivre la vie dont ils ont envie. Et ça, il appelle ça la notion de liberté positive. Et donc, la mission d'un gouvernement pour lui, c'est de travailler à la capacité de sa population. Que chacun puisse vivre la vie qu'il a choisie ou qu'il considère comme étant méritant d'être vécue. C'est lui qui doit décider. On dit toujours, oui, tout repose sur la démocratie, sauf qu'on a une vision de la démocratie qui est plutôt, qui se limite à des élections libres avec un pluralisme de partis, à un homme, une voix, et qu'en fait, on est très loin de ce que pour lui devrait être la vision démocratique du développement, c'est-à-dire une culture de la délibération publique, de la délibération politique, et donc une culture de la participation. On est dans un pays dans lequel il n'y a aucune culture de la participation. Tant qu'on ne rendra pas, tant qu'on ne parlera pas de la capacité à participer, qui passe aussi par notre système d'éducation, eh bien on n'aura pas levé le frein essentiel à la participation citoyenne. Alors si on revient avec ça, ça donne une autre définition du développement durable. C'est un mode de développement, on va y revenir, mais donc qui vise à répondre aux besoins que les générations présentes jugent légitimes de satisfaire pour tous, tout en préservant la capacité de choix des générations futures de répondre aux besoins qu'elles jugeront légitimes de satisfaire à ce moment-là. Et là, on a une vision qui est beaucoup plus donc une pensée globale, bien sûr, mais qui s'applique sur chaque territoire différemment. Ce que je juge légitime de satisfaire comme besoin en tant que citoyen des Alpes-Maritimes ou de telle région ne sera pas forcément la même chose qui sera jugé légitime de satisfaire ailleurs. Le développement durable, c'est donc trois piliers essentiels. C'est donc une vision systémique. Il y a l'économie, le social et l'environnement, avec une colonne vertébrale. Ce n'est pas un quatrième pilier. Souvent on dit dans le développement durable, il y a 4 piliers. Économie, social, environnement et démocratie. Souvent la démocratie, c'est la première chose qu'on met de côté. En fait, pour moi, il y a les 3 piliers et il y a une colonne vertébrale centrale qui est la participation citoyenne. Et éliminons le terme de gouvernance qui pose problème au niveau de son interprétation et revenons à cette notion de la participation. Et c'est une vision dynamique, le développement durable. Il ne s'agit pas de dire je fais du développement durable. Il s'agit de dire je suis dans une démarche de développement durable. Première chose, c'est la vision institutionnelle liée au Grenelle de l'environnement. Et du coup, en France, on a très vite, quand même, réduit la vision du développement durable à une vision purement environnementaliste. Et on a coupé ce pilier-là. Avec une responsabilité aussi de certaines associations environnementales qui avaient envie de récupérer la notion de développement durable, de ne pas perdre l'accès aux subventions, tout ça, et qui donc se sont appropriés un petit peu la notion. Et donc il ne faut pas faire du développement durable simplement un outil environnemental, c'est se priver d'une richesse importante, et c'est n'avoir rien compris au principe même du développement durable. La vision européenne, c'est quand même la concurrence libre et non faussée, dans un cadre libéral, et donc là, le développement durable pris avec cette optique-là, débouche sur ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des organisations ou des entreprises, donc une vision où on recherche l'efficacité économique, la compétitivité, essentiellement structurelle, par la recherche de l'amélioration, de la diminution de son empreinte négative, souvent sous la contrainte de normes, sur l'environnement, et puis la recherche d'une amélioration de l'empreinte positive sur la société, mais en fait, il ne faut pas s'y tromper. Le but de la RSO, de la RSE, de cette vision européenne du développement durable, c'est de ce qu'on appelle internaliser les externalités, c'est-à-dire tout ce qui peut être création de richesse et qui jusqu'à présent n'était pas capté par les entreprises, eh bien il s'agit là de le capter. Par exemple, les salariés dans une entreprise créent de la richesse
qui n'est pas forcément dans les process officiels, justement parce qu'ils font des choses, ils ont des pratiques qui peuvent être concrètes, informelles. Il s'agit de récupérer ça au bénéfice de l'entreprise pour accroître encore son efficacité, sa compétitivité. On se trompe de piste aussi, on met l'économique au centre, on se préoccupe d'environnement et on se préoccupe des parties prenantes comme des salariés ou des fournisseurs ou des usagers ou des clients, mais on ne s'en préoccupe pas en leur donnant la parole. On s'en préoccupe pour récupérer la richesse qu'ils sont capables de produire et la réintroduire dans le système économique. Après, il y a l'économie sociale et solidaire. Dans l'économie sociale et solidaire, suivant qu'on est plus social ou plus solidaire, on va focaliser sur le pilier plutôt économique ou plutôt humain, c'est-à-dire plutôt sociétal. Avec donc, quand même, à chaque fois, un grand oublié ici, souvent, l'environnement n'est qu'anecdotique. Et donc, du coup, on arrive à un panorama où on a d'un côté des associations environnementalistes, environnementales et toute une panoplie de lois institutionnelles, etc., d'un cadrage institutionnel qui est purement environnemental. On a ensuite une vision purement économique qui découle de la vision de l'Europe et qui est donc la vision des entreprises du développement durable au travers de la responsabilité sociétale des entreprises et des organisations. Et à côté, une partie de l'économie, de l'activité économique, l'économie sociale et solidaire, qui se vit comme différente ou comme en complément, alors qu'en fait, ils font tous partie du développement durable, à condition qu'on revienne à une définition large, à la définition première du développement durable. La participation ne se décrète pas. La participation, ça s'apprend. Dans notre contexte culturel d'aujourd'hui en France, on ne sait pas participer. Et quand je dis qu'on ne sait pas participer, c'est nous, citoyens, on ne sait pas participer, les élus ne savent pas participer, et les agents des collectivités et des différentes administrations ne savent pas participer. Nous, quand on nous donne la parole, on vient souvent en tant que citoyen avec des revendications, on vient avec un cahier de doléances, ce n'est pas de la participation. Les élus en face souvent viennent avec un programme à défendre, un écrit à faire passer, des décisions à justifier, ce n'est pas de la participation. Les agents des services, bien souvent, viennent avec un poste à défendre, ils viennent avec une structure à défendre, ils viennent avec souvent des élus auxquels ils font référence, etc. et ils ne participent pas. Et on est dans une culture où tout est fait pour que l'on délègue notre prise de parole, pour que l'on délègue à des représentants, mais pas pour que l'on participe. Alors qu'est-ce que c'est que participer? Il y a plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est juste je suis informé, c'est pas de la participation. Deuxième niveau, c'est ce qu'on fait en France parce qu'on y est obligé par les lois européennes, c'est on consulte. Et puis après, on entre vraiment dans la participation. On entre dans la participation quand on commence à faire des projets qui sont concertés. C'est-à-dire que rien n'est écrit à la base, on a une idée, un projet, et on va écrire le comment on le fait avec les acteurs de terrain. Et puis on ne participe vraiment que quand même l'évaluation des politiques publiques se fait avec la participation. La participation, ce n'est pas donc notre vision française d'information et parfois de consultation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on forme à la participation, ça n'existe pas, et en particulièrement pas dans le système éducatif français, et que même il faudrait que l'on se batte, peut-être ce serait un des points de ce programme, que l'on se batte pour qu'il y ait un droit individuel à la participation. Parce que participer à un projet collectif, à la construction d'une politique publique, ça prend du temps. Et on ne peut pas tous le faire sur notre temps personnel, ce n'est pas possible. Il faut gagner en compétences, il faut donc, de la même manière qu'il y a un droit individuel à la formation, il devrait y avoir un droit individuel dans une démocratie à la participation. Et que ça soit un droit qu'un citoyen peut faire jouer, tout en conservant son poste, tout en étant défrayé, pour pouvoir participer vraiment à la construction des politiques publiques. Si on revient ensuite, c'est une fois que les gens savent participer, alors oui, on peut leur demander allez, élaborons ensemble, construisons ensemble quels sont les besoins que l'on juge nécessaires de satisfaire ici, maintenant, entre nous. Et là, ça ouvre plein de champs possibles. C'est quoi les besoins qu'on doit satisfaire? C'est les besoins premiers qui permettent la survivance, simplement? C'est les biens communs, l'eau, l'air, etc. C'est les biens de haute nécessité, culture, lien social. Chacun et à chaque collectif d'humains ne va pas choisir la même chose au même endroit. Et c'est cette liberté, le choix, que l'on doit garantir. Et puis une fois qu'on a décidé les besoins que l'on doit satisfaire, il faut décider comment les satisfaire. Et là, notre vision est souvent coupée en deux. Soit il y a l'État, avec la vision de la propriété collective, etc., soit il y a le marché. Mais il y a d'autres solutions qui existent.
Il y a d'autres solutions à inventer, il y a plein de théories économiques qui travaillent là-dessus, comme la théorie des communs, des biens communs, comment on gère les biens communs, mais aussi des choses qui émergent, comme le travail collaboratif, le travail participatif. Regardez comment se construisent la plupart des logiciels libres sur Internet. C'est bien une participation volontaire de gens, etc. Tout ça est à réfléchir, tout ça, il y a d'autres pistes que État ou marché. Voilà les réels enjeux du développement durable. C'est pas qu'un mot, c'est un mot qui a été beaucoup dévoyé, mais derrière, c'est des idées qui sont très puissantes. Et j'espère que l'écosocialisme saura saisir la profondeur de ce terme et saura l'utiliser à bon escient, en particulier en organisant une réelle participation des citoyens.